Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Garants. Aujourd'hui, j'accueille une conseillère immobilière 2.0 qui fait partie du réseau IAD, Stéphanie Demange. Bonjour Stéphanie. Bonjour Angelo, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? je suis donc Stéphanie Demange, je suis conseillère en immobilier indépendante, je suis affiliée au réseau IAD et je suis basée en Île-de-France dans les Yvelines. Je suis dans ce milieu-là depuis 2 ans et demi à peu près. Je t'accueille aujourd'hui dans ce podcast parce que du coup, il y a pas mal de sujets en fait finalement qui tombent là avec ce début d'année 2025. Notamment, la première question, il y a une nouvelle réglementation concernant la classe des logements. On connaît bien les lettres A, B, C, D, E, F, G maintenant, G. exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, les changements récents concernant les classes de logements et leur impact sur le marché de l'immobilier? On est impacté par ces règlements énergétiques. En gros, la loi climat et résilience de 2021 vise à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Et dans ce sens, cette loi va exclure du marché locatif les logements, les passoires thermiques, dont on entend beaucoup parler. C'est les logements qui sont classés F et G principalement et qui sont très énergivores. En gros, depuis 2022, les loyers de ces logements-là, F et G, sont gelés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les augmenter. Pas du tout. Depuis 2023, les logements classés G sont interdits à la location. Alors s'il y a un bail en cours, tant que le locataire ne part pas, on le chasse pas quand même, il reste dans le logement. Mais on peut pas remettre sur le marché en location un appartement classé G. Les logements classés F seront interdits à la location à partir de 2028 et les logements classés E en 2034. Alors Donc ça arrive évidemment, si vite. les propriétaires, ça arrive très très vite, 9 ans, ça va trop vite. On pourra remettre ces logements sur le marché locatif si et seulement si les propriétaires font des travaux pour améliorer les performances énergétiques. Et là, on connaît un peu le volume de ces logements. Qu'est-ce que ça représente par rapport au marché? À Paris, Donc, 15% des logements sont des passoires énergétiques, par exemple. Un peu plus ouais, de 50 000 logements. c'est énorme, en fait. Et la question sous-jacente, c'est est-ce que les propriétaires en sont conscients? Qu'est-ce qu'ils font en termes d'action? Est-ce que justement ils attendent qu'un locataire se plaigne auprès de l'administration, ou est-ce que tu sens qu'il y a plus de personnes qui sont dans l'anticipation? Enfin, maintenant, on n'est plus dans l'anticipation, on est en 2025, c'est maintenant, c'est dépassé. Mais comment réagissent un peu ces propriétaires? Alors, les gens sont plus dans la réaction que dans l'anticipation. Ils sont pas mis devant le fait accompli, mais c'est juste que c'est des choses auxquelles, enfin, on croit qu'on a le temps. Et au final, 2025 est arrivé très très vite. Les gens vont mettre en vente le logement pour s'en débarrasser parce qu'ils veulent pas s'encombrer de travaux. Les locataires sont aussi très au fait de la législation. Si un propriétaire essaye d'augmenter le loyer, le locataire peut lui demander un DPE à jour pour vérifier qu'il soit pas classé en F ou en G et empêcher cette hausse de loyer. Les propriétaires vont pas forcément aller au-devant de la Oui. législation. Un bien qui est loué depuis des années, ben on refait pas de DPE et la location continue jusqu'à ce que le locataire s'en aille. Les principales difficultés là pour les propriétaires et les professionnels face à la réglementation, c'est quoi? Alors les difficultés pour les propriétaires, elles vont surtout être financières. Avant d'être dans la considération de qui va intervenir, etc., c'est vraiment combien va me coûter cette rénovation énergétique et est-ce que j'ai les moyens de me la payer. Et c'est vraiment ça. Mmh. Il y a beaucoup de gens en fait qui veulent pas se lancer dans des travaux et qui préfèrent mettre en vente leurs biens immobiliers, alors qu'ils peuvent prétendre à des aides. Tout Oui, le c'est monde ne le ça. sait pas forcément, C'est ça, c'est mais qu'il y a des il aides y a des disponibles. aides. Exactement, on peut se rapprocher d'organismes pour savoir à combien on a droit, tout simplement. Sachant qu'une rénovation énergétique, c'est pas forcément 50 000 euros. J'ai vendu un studio en rez-de-chaussée à Boulogne en 2023. Il était classé G. Et en fait, il fallait refaire l'isolation des murs à l'intérieur et une isolation du sol, ce qui a été fait. Il y en a eu à peu près pour 12 000 euros de travaux. J'ai supervisé les travaux pour elle, parce que c'était une personne âgée. On a refait passer le diagnostiqueur qui a classé le logement. Il est passé de G à E. Elle est tranquille jusqu'en 2034 et C'est le ça, elle logement a pu est loué souffler. maintenant. Soit on peut se rapprocher d'organismes et voir si on a possibilité à faire financer une partie de ces travaux. J'imagine qu'il y a des conditions, mais doit y avoir aussi les possibilités de crédit. Soit il y a tout un intérêt en fait à trouver un acheteur. Là par contre, il va peut-être négocier sur le prix du bien parce que c'est une opportunité aussi pour lui. Et lui, cet acheteur-là va pouvoir réintégrer le coût de la rénovation dans son crédit. Un logement qui est énergivore, il va subir une décote sur le marché. En gros, à peu près 15%. Il sera 15% en dessous du prix du marché, ce qui va forcément intéresser des investisseurs qui, eux, comme tu le dis, vont faire les travaux et ensuite revaloriser le bien. Ils vont, avec l'isolation, etc., non seulement ils pourront remettre le bien sur le marché locatif, ils pourront augmenter le loyer, chose qui était impossible depuis 2022, et à la revente, eh ben, il fera une plus-value vu qu'il aura
acheter moins cher du fait de cette mauvaise classe énergétique. Et tu vois une nouvelle donc typologie d'acquéreurs un petit peu spécialisés dans le rachat de biens classe F et G qui font peut-être des coûts achat, rénovation, revente. Moi, je ne reconnais pas beaucoup. J'ai beaucoup de primo-accédants. Et eux, dès le début des recherches, me disent on veut pas de passoire énergétique, on veut pas se lancer dans les travaux. Nous, ce qu'on veut, c'est un logement classé D maximum. On veut pas se retrouver avec des factures énergétiques trop importantes. Un investisseur, il va pas être dans la même stratégie. Lui, il va vouloir valoriser son bien, faire des travaux, le remettre en état, augmenter le loyer, etc. Mais c'est vrai que moi, où je suis dans les Yvelines, on a vendu pas mal de logements qui étaient bien classés. Si, je sais pas, il y a un service ou quelqu'un, un accompagnement qui vient à simplifier cette approche de vous pouvez acheter un logement F et G et il y a tout l'accompagnement, le dossier, vous avez très rapidement les coûts auxquels vous pouvez prétendre pour pouvoir faire les travaux, etc. Ça peut être quelque chose qui faciliterait la tâche d'acquéreur qui aujourd'hui voilà, se limite à des. Je sais que le gouvernement a sorti un nouveau simulateur, Hmm. justement simplifié, on n'a pas besoin de s'inscrire, etc., pour pouvoir savoir à quelle aide on peut prétendre. On rentre son adresse, les caractéristiques du bien, etc. Et ensuite, ça nous sort toutes les aides et toutes les améliorations qu'on pourrait effectuer dans le logement. Je pourrais vous le mettre dans le descriptif de la vidéo pour les personnes intéressées qui sont concernées. Ça peut être en effet quelque chose de pertinent voilà, en prévision d'un achat ou encore une fois si on possède déjà un bien et qu'on souhaite engager ce type de travaux. Et il y a une deuxième chose hein, qu'on voit que c'est un peu compliqué au niveau du gouvernement, c'est la fiscalité aujourd'hui sur notamment les investissements locatifs. Quelles sont selon toi voilà, les principales problématiques que les investisseurs doivent affronter aujourd'hui? Alors, la plus grosse problématique, c'est que, comme tu le dis, on ne sait pas où on va et que c'est très difficile d'anticiper ce qui va être adopté ou pas. Par exemple, aujourd'hui, un investisseur qui a le statut LMNP, loueur de meublés non professionnels, ce qu'il faut savoir, c'est une niche fiscale, peut être imposé que sur 50% des revenus fonciers. Donc c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, dans le projet de loi de finances 2025, en discussion, pour l'instant, il est question de réduire cette niche fiscale et en fait, les loueurs, les LMNP paieraient plus d'impôts. Donc forcément, quand on fait un investissement locatif, on met dans la balance tous les Et c'est chiffres un, et c'est c'est un vrai business que ça plan. peut changer. Exactement, exactement. C'est une petite entreprise et du coup, l'imposition compte beaucoup. Donc si on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, c'est difficile d'anticiper, De se de se projeter, hein. projeter. Par rapport à l'amortissement, il y a des choses qui sont prévues. Jusqu'à l'heure actuelle, l'amortissement, en fait, toutes les sommes amorties n'étaient pas comptées dans la plus-value imposable. Alors que Sauf que là, là, il est question de les réinjecter. Donc, pareil, on n'est pas du tout sur la même optique, on n'est pas sur les mêmes calculs. Donc voilà, il faut faire très attention. Et pour moi, comme je te disais, la plus grosse difficulté, c'est d'anticiper ces changements. On ne peut pas savoir. Même le gouvernement ne sait pas encore, ou ne sait donc, plus. Donc donc en fait, c'est très finalement, il faut mettre des compliqué. chiffres les plus pessimistes possibles dans le business plan si on veut Exactement, faire l'achat locatif pour en c'est effet ça. s'assurer qu'à un moment donné, on tienne une rentabilité Potentiellement sur avoir une le bonne moyen long surprise au terme. final. Et C'est exactement, et ça. avoir une bonne surprise. Mais comment font ceux qui aujourd'hui possèdent un bien en locatif Bah, Est-ce pour qu'il y a une l'instant, stratégie? il n'y a pas de stratégie. La stratégie, c'est de continuer comme on fait maintenant, tant qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Moi, c'est ce que je préconise en tout cas. De toute façon, ce qu'il faut faire, c'est se tenir informé. Écouter, lire, se renseigner. Voilà. Si les gens ont des projets là maintenant, en 2025, printemps 2025, peut-être attendre le vote de la loi pour savoir et ne pas se tromper. Ça va créer, encore une fois, peut-être des variations de prix en fonction de ce qui va tomber, puisque des biens qui, aujourd'hui, dégageaient une bonne rentabilité peuvent se retrouver avec des remboursements de crédit moins rentables. C'est ça. Après, il y a aussi il y a investissement locatif et investissement locatif. Il y a certaines personnes qui vont faire de l'investissement, mais qui sera plutôt patrimonial et qui n'ont pas un rendement locatif hyper intéressant, mais qui sont super bien placés dans des beaux immeubles, dans de l'haussmannien à Paris, etc. Donc c'est plus patrimonial que vraiment faire du cash flow. Et bah, ça me permet justement de rebondir sur la question suivante. Quelle est la fiscalité aujourd'hui sur les résidences principales et est-ce qu'il y a une évolution à prévoir dans les nouvelles règles de l'État qui vont arriver? Alors jusqu'à présent, la plus-value quand tu vends ta résidence principale n'est pas imposée. C'est presque une niche fiscale aussi, là encore, hein. Et c'est vrai que, à titre personnel, les gens qui m'ont vendu ma maison, en 5 ans, ont fait une très, très belle plus-value et sur laquelle ils n'ont pas Ne payé pas payer d'impôts. d'impôts. Ils n'ont pas payé d'impôts. Et sachant que, dans ce fameux projet de loi de finances 2025, il est question, potentiellement, taxer la plus-value sur la vente de la résidence principale, mais c'est à nuancer.
parce que cette taxe, elle serait conditionnée au temps de détention du bien. C'est-à-dire que si vous achetez, il y a des petits malins qui achètent, qui retapent, qui revendent, voilà, ils déclarent que c'est leur résidence principale, mais pas vraiment. Ces gens-là seront taxés s'ils détiennent leurs biens depuis moins de 5 ans. Donc vendez, si vous avez un projet, vendez, n'hésitez pas. Alors, sujet aussi intéressant que j'avais évoqué, en introduction, tu utilises pas mal les réseaux sociaux pour, communiquer sur, les biens que tu as, à disposition. Aujourd'hui, à quel point les réseaux sociaux sont-ils essentiels dans ton activité, de conseillère, immobilière? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis du coup affiliée au réseau IAD, je suis mandataire et je suis indépendante. Je n'ai pas de vitrine physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour me joindre, me contacter, pour me faire connaître, ma vitrine elle est digitale, 100%. C'est-à-dire que j'ai personne qui passe devant chez moi, qui toque à ma porte. Non, non. Si les gens veulent me trouver, j'ai que les réseaux sociaux, en gros. C'est vrai qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que les gens peuvent nous voir. Après, évidemment, j'adapte mon discours en fonction de si je suis sur Snapchat, si je suis sur Facebook ou TikTok. En tant qu'indépendante, le personal branding, c'est hyper important. Je te dis tout ça, sachant que je suis pas la meilleure élève dans ce domaine-là. J'avoue, j'ai encore du travail à faire. Mais c'est vrai que en publiant des annonces sur mes nouveaux biens, ça va générer pas mal de trafic. Si je vais toucher des vendeurs, je vais toucher des acquéreurs, je vais toucher des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, des gens qui connaissent, des gens qui me connaissent. Donc voilà. Et on est un métier où la recommandation compte beaucoup. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, voilà, fais confiance à Stéphanie, je la connais, elle est sérieuse, etc., la personne qui va m'accueillir va être plus ouverte et va me faire confiance de prime abord. Quand je publie un post et qu'il est repris par des gens de mon entourage ou pas, bah, c'est vrai que je Ça vient touche. faire, en fait, effet C'est ça, effet effet boule de mégaphone, neige. effet boule de neige, Exactement. voilà. Est-ce que, par exemple, tu peux nous tu as un exemple en tête, d'une publication qui a très bien marché, sur un des réseaux? Et si oui, pourquoi? Est-ce que tu as compris pourquoi ça avait, marché? Alors, j'ai une publication sur TikTok qui a fait 28 000 vues. Alors, je présentais une maison, que j'avais en vente, dans le 93 que je n'ai pas vendue, je précise, mais c'est pas grave et en fait, visite, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique avec une petite, musique en fond sonore et ma voix posée qui décrit. Alors on m'a dit que j'avais une voix très apaisante, très relaxante, C'est voire vrai. téléphone rose, Je confirme. Ah. voire téléphone rose. Donc c'est peut-être ça qui a fait que. Que là, ça a bien marché. Le côté ASMR, en fait, c'est ça, finalement, que les gens Exactement, ont le côté apprécié? très calme, posé, avec la petite musique jazzy en fond sonore, cartonné. À l'heure actuelle, j'ai encore des gens qui me posent des questions sur cette fameuse maison qui est vendue et qui est en ligne depuis plus d'un an, quoi. C'est génial. Donc ça me fait. Ouais, exactement. Et les autres publications qui marchent beaucoup, c'est les publications qui sont incarnées. Dès que je montre ma tête, on identifie mieux le nom avec la personne. Et c'est vrai que je vais mettre, voilà, petite et grande réussite. Un rendez-vous chez le notaire, un nouveau bien en ligne, voilà, ça c'est des choses qui m'ont provoqué pas mal d'engagement et aussi les avis. Mmh. Les avis aujourd'hui, on veut aller au resto, on choisit un médecin, on veut une paire de chaussures, on va lire les avis. Et du coup, c'est vrai que quand je mets en avant un avis 5 étoiles publié par un des clients, c'est Ça clair rassure, que ça ça rassure. rassure et puis les gens ont besoin de savoir qu'on est bon, que ce qu'on dit, c'est pas de la mauvaise publicité quand ça vient de quelqu'un d'autre et voilà, Ça c'est apporte de la toujours mieux. valeur. Et Exactement. mais alors, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que je vois montrer son visage, c'est créer du brand marketing, du lien. Les gens ont l'impression de te connaître, par ces publications et cetera. Donc est-ce que c'est déjà quelque chose qui a été difficile pour toi à passer de l'autre côté de la caméra? Parce que, c'est pas facile aussi, de se mettre en avant et aujourd'hui, voilà, est-ce que tu es plus à l'aise ou, c'est, work in progress sur ce type de contenu? Alors, on va dire que c'est work in progress vraiment parce que, en fait, on se rend compte que poster une vidéo, c'est pas si simple et qu'il faut quand même de la préparation. La semaine dernière, j'étais à un événement, IAD, dans le 77 où voilà, c'était le cap management et leadership pour les managers et j'avais mon téléphone, j'ai fait quelques vidéos et le soir en rentrant, j'étais sur CapCut pour faire un montage et je me disais mais mes vidéos sont vraiment nulles, en fait je peux pas poster ça et j'aurais dû anticiper et je savais que j'y allais et je n'ai pas anticipé. Et l'anticipation c'est la clé. Donc voilà, du Et coup un je peu de n'ai préparation. pratiquement rien posté. Voilà, j'ai rien posté parce que si je préfère ne pas poster plutôt que de poster quelque chose qui est pas bien. Et oui, c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Il faut se détacher du regard des autres et se dire, bah voilà, en fait, je m'en fous. C'est mon travail et voilà, je le montre. Ce qui marche aussi, c'est faut montrer du pro et du perso. Je rechigne un peu le perso parce que voilà,
Faut aussi garder un petit jardin secret, c'est important. Mais c'est vrai que il m'arrive parfois de partir en prospection avec mes enfants. Voilà, mercredi après-midi, on va faire du boitage, on met des flyers dans les boîtes aux lettres. Et c'est vrai que voilà, une petite story de dos des enfants que Des je mets pas du tout assistants, sur Internet. des assistants, voilà. Exactement. Eux, ça les amuse. Moi, ça me fait de la main-d'œuvre gratuite. Hein. Voilà, l'URSSAF ne venait pas me voir. Et en fait, c'est vrai que ça marche. Les enfants, ils ont grandi. Oh là là, ah, vous faites ça avec vos enfants, etc. Et même quand je rencontre des gens dans les immeubles ou quoi, ah là là, vous les faites bosser hyper tôt. Ah bah oui, oui, oui. Ça crée Du du coup, lien, ça crée du lien. Finalement, exactement, c'est un bon exactement. icebreaker, en fait, finalement. Ça C'est permet ça. de pouvoir aborder les gens. Et, C'est bah, exactement ça. et tu parlais donc du réseau IAD. Je sais que le réseau IAD, en fait, a sorti un système d'apport d'affaires et de mise en relation qui s'appelle Proper Tips. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement du modèle et puis nous donner peut-être des exemples d'expériences que tu as eues avec? Alors, Proper Tips, c'est une application qui a été développée par des gens de IAD. Et en gros, c'est le bouche à oreille 2.0. Petite expérience, petite question, Angelo. Connais-tu quelqu'un qui a eu ou qui a un projet immobilier de vente ou d'achat? On a tous dans notre entourage peut-être une personne au moins qui est dans Exactement. cette phase-là. Et qu'est-ce que toi tu as fait de cette information? Pas grand-chose, pas Voilà, grand-chose, rien du tout. voilà. Et ben, avec Proper Tips, en gros, tu peux mettre en contact la personne que tu connais qui a un bien à vendre ou qui souhaite acheter avec un conseiller IAD de son secteur. En gros, tu fais l'intermédiaire, tu donnes Mmh. les coordonnées de ton contact à l'agent IAD et l'agent IAD prend le relais, prend le mandat. Et une fois que l'acte authentique est signé, tu touches en moyenne 500 euros pour cette mise en relation. Donc il n'y a rien de plus simple. En gros, tu OK. donnes les coordonnées de ton contact et quand l'affaire est faite, tu touches des euros. Et pourquoi Et les gens encore le une font fois, pas alors aujourd'hui? C'est bah, à ton avis pourquoi? Parce que du coup, alors il faut les le gens sont savoir? très bah, il faut le savoir, les gens sont très frileux parce que c'est encore une appli qu'on va essayer de leur faire télécharger et les gens sont un peu méfiants. Le truc, c'est qu'il faut y croire. Quand je te présente Proper Tips, qu'est-ce que tu as fait de cette information? Rien. Bah, tu peux gagner 500 euros. Et aujourd'hui, avec la crise, l'inflation, etc., 500 euros, c'est pas rien. Et les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Aujourd'hui, 2025, au 1er janvier, on a passé le cap des 1 million d'inscrits sur Proper Tips. J'allais te poser des questions sur fun fact de ton quotidien, quelque chose qui t'est arrivé, que ce soit voilà, dans ta carrière de conseillère en immobilier, enfin, sur les réseaux, enfin voilà, est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? J'avais rendez-vous dans une maison pour laquelle j'avais fait une estimation avec un monsieur. Et du coup, j'arrive, il était dans son jardin, en train de faire pipi. Voilà. Autant te dire que je vais pas serrer la main. J'ai un peu, voilà, j'ai trop en avance, je pense. Voilà, Et des choses comme ça, il y en a tout le temps. on arrive sur la fin de ce podcast, échange très enrichissant. J'aime bien poser des petites questions en fait sur l'IA parce que c'est aussi un domaine que j'apprécie particulièrement. Est-ce que toi tu utilises aujourd'hui l'intelligence artificielle dans ton quotidien et si oui, comment? Alors, j'utilise, oui, l'intelligence artificielle, surtout dans un domaine, c'est, le homestaging. En fait, on peut vendre des biens qui sont vides parce que les propriétaires sont déjà partis. Pour certaines personnes, il est très difficile de se projeter dans des logements vides ou dans des logements avec, des décos de «mamie» entre guillemets. Et du coup, j'utilise une application qui s'appelle Oki et qui va nous aider à meubler des biens ou à changer. Et ce qui est super bien, c'est qu'on peut donner une déco industrielle ou Un style. contemporaine ou baroque. Exactement, on peut donner un style de déco. Donc c'est bien ça, on peut l'adapter en fonction du client qu'on a. Si on a réussi un peu à cerner ses goûts ou quoi, on peut lui montrer un logement qui lui ressemble. Donc ça, C'est c'est génial. c'est super. Ouais, on va vraiment au fond des choses. Et c'est vrai que, voilà, ça m'aide beaucoup. On a aussi en interne une IA qui va nous aider à rédiger les annonces, par exemple. Moi, je trouve que les C'est pas annonces se encore, ressemblent toutes. Je eh trouve qu'elles oui, se ressemblent toutes. Voilà, les tournures de phrases, les choses, et on sent que c'est un peu, voilà, un peu mécanique. répétitif Ouais, pas finalement, voilà, c'est naturel, ça. voilà. Ça Et donne sachant pas que en j'ai fait fait, envie alors qu'il faut faire rêver un peu justement c'est sur ça. l'annonce Et moi, pour j'ai faire fait venir des les gens. études littéraires, donc j'aime bien écrire, et du coup, voilà, ça peut donner un petit coup de main, un petit coup de pouce quand on n'a pas Oui. quand on n'a pas l'inspiration. Mais j'essaie de trouver l'inspiration vraiment de moi-même. Et, euh, et voilà. Et sinon, on peut aussi avoir des outils qui vont nous aider à rédiger, par exemple, des comptes rendus de visite. Mmh.
Donc finalement, ça a commencé à bien s'implanter, dans ton C'est ça, quotidien. Et c'est ça. dernière question, si, tu pouvais rêver d'un outil, d'IA, sans limitation, sans se mettre, de barrières ni rien, qu'est-ce que ça serait l'outil idéal pour toi? Alors je ne sais pas si c'est de l'IA, mais moi l'outil qui révolutionnerait ma vie, ce serait un outil de téléportation. Voilà, pour aller d'un rendez-vous à un autre sans jamais être fatigué, sans conduire, ce serait mais l'outil, ultime. On pourra finir sur ça. S'il y a des gens, voilà, autour des podcasts qui, ont cet outil magique, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je te remercie Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange. Merci de m'avoir reçu Angelo.